Le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, vous connaissez, Lancelot du Lac, la fée Morgane aussi, ainsi que Merlin l'Enchanteur et la fée Viviane. Autant de héros et d'héroïnes de notre mémoire collective qui appartiennent soit à la légende, soit à l'histoire, on ne sait plus très bien d'ailleurs. Eh bien, je vous propose de les retrouver tous dans le film que voici. Regardez bien, vous allez voir à quel point la magie, la légende du passé rejoint et colore la réalité d'aujourd'hui. Brocéliande, forêt magique, forêt hantée par le souvenir de la légende du roi Arthur. Brocéliande, au cœur de la Bretagne, l'un des lieux les plus étranges du monde qui recèle le tombeau de Merlin l'Enchanteur. Forêt de fées, d'elfes et de farfadets. C'est le temple de la tradition celtique. C'est ici que les chevaliers venaient se confronter au surnaturel et s'initier au savoir des druides. Ils y venaient aussi pour montrer leur bravoure, combattre et vaincre au péril de leur vie. Brocéliande, une forêt où aujourd'hui la légende vit toujours. La forêt de Brocéliande, quelque part, c'est toute la nature de la péninsule armoricaine qui vient à nous, qui vient à moi, à travers cette forêt de Brocéliande. Et en plus, de là vient précisément tout ce légendaire, et, tous ces êtres humains ou semi-divins qui hantent la forêt de Brocéliande viennent à moi à travers cette eau, cette lande, cette forêt, cette nature. De nombreuses personnes disent y rencontrer encore des créatures merveilleuses surgies du passé. C'est un endroit où l'eau est comme de l'huile, c'est quand même très très magique. Et c'est un petit peu sortant de l'eau que justement s'est passée cette forme. Je ne peux pas dire que ce soit réellement une forme humaine, on ne peut pas dire ça, mais ça fait comme un sorte de voilage, comme quelque chose de très éthéré, qui est blanc, et on a l'impression que ça évolue, vous voyez, dans l'air, comme un nuage poussé par le vent. Bon, on peut appeler cette forme la Dame Blanche, mais très voilée, très éthérée. Cette dame blanche serait la fée Viviane, celle qui, dans les contes, habitait un château de cristal au fond du lac. Certains l'ont vue danser dans les clairières. Elle n'apparaît qu'à ceux qui se laissent porter par la majesté des lieux, et cela depuis des siècles. L'un de ses endroits préférés est la fontaine de Barenton, où Merlin venait faire tomber la pluie. Lieu magique où le végétal s'unit au minéral, où les chênes et les pierres s'entremêlent de façon inexplicable et où parfois, aujourd'hui encore, Merlin apparaît. Serge Henneman a vécu cette expérience. Arrivé à cette fontaine magique, là, en contemplant la fontaine et puis ces bulles qui sortent et puis qui sont comme une sorte de dialogue, et est apparu le visage de Merlin qui nous regardait, l'air un peu malicieux. Il y avait une sorte de communion entre nous et le lieu, et ce visage apparaissant, on a eu comme une impression de paix et de calme qui nous est tombée dessus et qui nous a mis en totale harmonie avec le lieu.
Mais Merlin est partout dans cette forêt, hein. On le rencontre à tous les détours de chemin. Et c'est très intéressant. Merlin, le sorcier de la métamorphose, qui se transforme à son gré en feuillage, en arbre ou en animal. C'est en jetant de l'eau sur le perron de cette fontaine que Merlin faisait pleuvoir. Un geste magique qui aurait encore tous ses pouvoirs. Incrédules, des historiens ont tenté l'expérience. Quelque chose de vrai. Écoutez, c'est produit pendant des années et ça s'est produit encore récemment. Il y a quelques années. Ce n'était sans doute qu'un mythe puisque rien ne se passait. Mais soudain... Les textes disent qu'il suffisait de jeter de l'eau de la fontaine sur le perron de Merlin pour provoquer un orage. L'expérience a été faite au Congrès arthurien de 1954. Mais l'orage a été d'une importance remarquable, puisque les cars se sont embourbés et les congressistes aussi. Brocéliande, c'est aussi le berceau d'un merveilleux chevalier qui fut enlevé dès C'est aussi dans ces bois que les elfes et les corrigans ont trouvé refuge. Des gnomes malicieux qui s'occupent de la forêt. On les croit imaginaires et pourtant, certains affirment les avoir vus. Je voyais ceux qui étaient dans les airs, plus transparents que les autres, et les autres qui étaient sur le sol étaient plus petits, comme les lutins qu'on représente dans nos histoires d'enfants. Et tout en avançant, je les voyais se mettre en ronde et danser follement en rond, et nous dire à ce moment-là, et me dire véritablement qu'ils avaient envie d'être reconnus et de savoir que, de pouvoir dire à tous les humains qu'ils existaient vraiment. Pas seulement dans les légendes, mais en réalité. Mais Brocéliande est avant tout la forêt des druides qui officie toujours dans la pure tradition du culte celte. Le sens du druidisme, c'est d'être en quelque sorte le pont, le passage, le gué entre deux mondes. Entre le monde concret dans lequel nous sommes là, et ce que nous appelons l'autre monde, c'est-à-dire le monde de l'esprit, le monde de la conscience et de la conscience supérieure, et en quelque sorte entre le monde des hommes et le monde des dieux. C'est dans le manoir du Tertre qu'a vécu l'une des plus grandes figures du druidisme breton, Geneviève, qui dans les années 60 fit une étrange prédiction à un petit garçon de 9 ans. Ce jour-là, le petit Hervé et ses parents s'étaient rendus au manoir pour déjeuner. S'étant attardé dans le jardin, le petit garçon est seul quand il pénètre enfin dans le manoir.
Un jour, cette maison sera à toi. Ne l'oublie jamais. Je rentre et une très vieille femme me prend par le col, me soulève et me dit « Il n'y a que toi un jour qui aura ma maison ». Terrifié, je suis parti, pendant que mes parents mangeaient. Hervé n'a pas vraiment compris ce que la druidesse lui a dit. Mais elle lui a fait peur. Bouleversé, il court se cacher dans les bois. Ce n'est que 30 ans plus tard que la prédiction se réalisera. Alors qu'il traverse la forêt pour se rendre sur la côte bretonne, la voiture d'Hervé tombe en panne. Il se dirige vers la seule lumière qu'il distingue dans la nuit, celle d'une grande demeure enfouie dans le brouillard. La porte n'est pas verrouillée et, une fois à l'intérieur, quelque chose lui semble familier. La première chose qui m'a fait me souvenir de ça, c'est l'odeur. L'odeur du bois, l'odeur des murs. Et cette maison a une odeur particulière. Et en fait, c'est une vibration. Cette maison a une vibration particulière. Et c'est cette vibration que j'ai ressentie, qui était la même que celle que j'avais rencontrée 30 ans avant. Hervé va passer la nuit au manoir et en se réveillant, il va prendre une décision surprenante. Et le lendemain matin, j'ai fait une chose qui est très impolie. En descendant l'escalier, j'ai vu 2 personnes, un homme et une femme. Et je leur ai dit, est-ce que votre maison est à vendre? Et ils m'ont dit, mais oui, c'est à vendre. Je leur ai dit, j'achète. Je n'avais rien, aucun moyen. Hervé va tout mettre en œuvre et il va réussir à acheter le manoir. Parfois, il loue des chambres à des hôtes de passage. Mais un soir, il va recevoir une étrange visite. Et je vois devant moi un homme très grand, très vieux, tellement nouveau que je l'appelle le Grand Chêne. Tu me reconnais? Je ne l'avais jamais rencontré et je le connaissais sans l'avoir jamais vu. D'un coup, il rentre en transe, il se met à parler à la dame qui est sur le tableau, à Geneviève. Non! Non! C'est alors que le vieil homme leur fait une curieuse révélation. Ne bougez pas. Ce sera votre mari. Et il est reparti comme il était venu. Et depuis, j'ai épousé cette femme. Et je vis ici avec elle. Et on a un enfant qui est le premier enfant né au manoir depuis 2 siècles. Depuis lors, Hervé et Martine ont appris à connaître la magie de Brocéliande. Dans la forêt, le lieu qu'ils préfèrent, c'est le Val sans retour, le domaine de la fée Morgane. La légende raconte qu'elle emprisonnait les chevaliers qui avaient succombé à ses charmes. Ils ne pouvaient fuir le Val sans retour. Un mur invisible les y retenait. Seul un chevalier au cœur pur pourrait les délivrer. Depuis longtemps, Morgane désire séduire le valeureux chevalier Lancelot. Alors qu'il est endormi, elle lui fait boire un philtre d'amour.
Lancelot ne cédera pas. Il restera fidèle à la reine Guenièvre qu'il aime en secret. Pour la première fois, l'innocence a triomphé des maléfices de la fée Morgane. Grâce à Lancelot, les chevaliers seront tous libérés. Merveilleux. Uderzo, co-créateur du célèbre Astérix avec le défunt René Goscinny. Et quand je dis Astérix, et du Druide Panoramix également. Michel Raoult qui est universitaire et qui a écrit un très gros livre sur, vous me corrigerez si je me trompe dans le titre, les druides, les sociétés initiatiques, celtiques contemporaines à l'université de Rennes. Je crois que c'est cela. Et puis, je ne savais pas qu'il en existait, un druide, car vous êtes druide. On doit vous appeler Gwenland le Squezec, c'est cela? C'est ça, exactement. Bon, alors, je m'adresse aux druides. On vient de voir dans ce film des gens très sensés, apparemment, une infirmière, un architecte, etc., qui affirment avoir vu dans la forêt de Brocéliande, Merlin l'Enchanteur, la fée Viviane, des elfes, des farfadets, etc. Alors évidemment, on est quand même un peu surpris devant ces affirmations. Est-ce que vous les avez vus, vous? Ou est-ce qu'on est en pleine légende et en pleine affabulation? Non, non, pas du tout. On voit beaucoup de choses en Brocéliande. On voit beaucoup de choses, surtout quand il y a... Comme je vous vois? Surtout quand il y a du brouillard, exactement comme on en avait sur le film. Le brouillard contribue à produire des images étonnantes. On y voit donc ce que l'on veut y voir. Ah, certainement, oui. Certainement. Certainement, cela ne veut pas dire qu'on ne le voit pas. On le voit. J'ai vu moi-même des choses qui, certainement, n'avaient pas de réalité concrète. C'est-à-dire que si j'avais essayé de les toucher, ils m'auraient échappé. Mais... Elles existaient pourtant, selon vous? Mais bien sûr. Du moment que vous voyez quelque chose, elle existe au moins pour vous. Et si vous êtes un certain nombre de gens à voir ces choses, elles existent. Et ça veut dire qu'elles ont une existence objective, ces choses, en dehors de vous? C'est-à-dire qu'elles ont une réalité qui est capable de mouvoir les choses. Vous ne croyez pas que la Vierge que Bernadette a vue à Lourdes n'a pas remué des milliers et des millions d'hommes qui sont venus à Lourdes à sa suite? C'est la même chose. Je voudrais m'adresser à Albert Uderzo en tant que, je le disais, co-créateur de cette célèbre, extraordinaire bande dessinée Astérix. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous voyez ce film et quand vous écoutez les propos qu'on vient d'échanger? Je suis très preneur pour ce genre de légende, parce que c'est une légende extraordinaire qui nous est un peu pris d'ailleurs par les Américains, parce que les Américains s'en servent ô combien, plus que nous d'ailleurs. Mais d'abord, j'aimerais quand même exprimer mon contentement et ma joie de connaître enfin des vrais druides. Mais vous êtes pas courant chez moi. Quand vous avez créé Astérix avec Goscinny, j'imagine que vous êtes énormément documenté. Deux spécialistes sous la main. Vous connaissez la bande dessinée, tous les deux? Bon, oui, sûr. Non, je voudrais vous rassurer tout de suite. Sur le fond, elle a votre approbation? Vous qui êtes druide et spécialiste? Ah oui, mais tout à fait, d'autant plus qu'il a même réussi à faire cette distinction extraordinaire, parce que c'était pas évident entre à l'intérieur de l'ordre des druides, du druide à proprement parler, du barde, qui est représenté aussi, et du vat également, avec une peau de loup sur la tête. Et en fait, c'est tout à fait traditionnel. Et même dans le renouveau récent du druidisme, dans la Renaissance
relativement récente du druidisme du siècle dernier, disons, et des 2 siècles derniers, il y avait un archidruide qu'on appelait l'archidruide du Pays de Galles à l'époque, qui portait une peau, non pas de loup, mais de renard sur la tête. Alors donc c'était assez bien vous vu. voilà Uderzo avec un brevet d'exactitude. Oui, je voudrais quand même exprimer ce que j'ai comme culture dans ce domaine. Ça rase les marguerites. Hein. Oui. Vous savez, ça va. C'est parti en fait d'une histoire très simple. Nous sommes partis dans notre Malais Isaac, bien connu enfin à ma génération, où les druides étaient des hommes très sages, bien entendu, qui étaient habillés d'un grand vêtement de lin blanc et qui allaient de temps en temps avec leurs faucilles d'or cueillir du gui pour faire des potions magiques. Voilà, et ça s'arrêtait là. Alors quand vous me dites que j'ai certainement des connaissances très nettes dans le domaine, ça n'est que pure coïncidence, je dois vous le dire. Moi, je suppose que je suis comme beaucoup de ceux qui nous regardent en ce moment, et je m'adresse à la fois à Michel Raoult et à vous. Vous êtes grand druide, c'est cela? Je suis grand druide de Bretagne, oui. Vous cueillez le gui? Est-ce que vous pratiquez la cueillette du gui avec une serpette en or? Notamment. Avec une serpe d'or, certainement pas, parce que je vous défie bien, je défie quiconque de couper quoi que ce soit avec une serpe d'or. C'est vrai. Je suis désolé. Bon. Vous êtes grand druide, c'est un sacerdoce. D'accord. C'est un sacerdoce. Alors, est-ce qu'à l'équivalent du prêtre qui doit dire la messe tous les matins, vous avez une obligation, je ne sais pas, moi, demain ou dimanche? Non, mais j'ai eu une obligation il y a quelques jours, le 1er mai. J'aurai une autre obligation au solstice d'été. J'en aurai une autre au mois de juillet. J'en aurai une autre au 1er novembre. C'est quoi? C'est de pratiquer des rites, des cérémonies rituelles? Oui, absolument. Qui consistent en quoi? Qui consiste dans comme toutes les cérémonies religieuses, dans une mise en relation avec l'universel, ce qu'on peut appeler l'universel. À travers la nature, toujours. C'est-à-dire que nos cérémonies sont toujours à l'extérieur. Ce n'est jamais dans un temple, ce n'est jamais à l'intérieur, c'est toujours à l'extérieur, c'est toujours en contact avec la nature. Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que, à l'instar de la franc-maçonnerie d'ailleurs, on se cache d'adhérer à votre mouvement? Il y a pourtant des druides célèbres. Oui. Donnez-nous des noms. Il y a la famille royale d'Angleterre qui fait partie de la Gorcesse de Bretagne. Titre honorifique, non? De Grande-Bretagne. Non, c'est pas seulement un titre honorifique. Attendez, je vais vous dire, c'est beaucoup plus que cela. Ça fait vraiment partie de la famille royale. Et la famille royale, parce que vous savez, il y a des traditions... Le prince de Galles, alors il est druide automatiquement? Le prince de Galles, par exemple, puisque j'allais vous le dire, le prince de Galles a été fait prince de Galles. Autrement. Il a été fait prince de Galles par l'archidruide du Pays de Galles, dont le vénérable grand druide de Bretagne est le correspondant, le premier adjoint, disons, de l'archidruide du Pays de Galles. Churchill était druide, m'a-t-on dit. Alors, en ce qui concerne Churchill, Winston Churchill a été initié en tant que druide, mais dans une autre catégorie de druides. Si je voulais devenir druide, ou tout au moins connaître un peu le savoir des druides, vous pourriez m'enseigner le druidisme? Il faudrait que vous me le demandiez. Il y a un certain nombre d'épreuves, si je puis dire, pour entrer en druidisme. On n'entre pas en druidisme comme ça. Il faut d'abord, évidemment, ressentir vraiment un certain appel, mais il faut aussi être choisi. Pour ressentir l'appel, il faut être informé. Oui, il faut être informé, d'accord, mais justement, il faut faire un effort de recherche. Et il y a un certain nombre d'épreuves à passer. Par exemple, il y a des gens qui nous écrivent. Enfin, ça, tout dépend des groupes, puisque, évidemment, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de groupes, mais dans certains groupes, ça se passe de cette façon-ci. Je ne vais pas trahir un secret, mais une personne écrit en disant « Je suis intéressé par le druidisme, je vous écris parce que j'ai eu votre adresse comme ci, comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? J'attends votre réponse avec impatience, etc. » Eh bien, cette personne, on ne lui répond pas. On ne lui répond pas, pourquoi? Parce qu'on veut la soumettre à l'épreuve pour voir si vraiment c'est une personne qui s'intéresse vraiment à la question. Vous attendez sa deuxième lettre? On attend sa deuxième lettre. Combien de temps? Et on note qu'on a reçu 2 lettres. Et on ne lui répond pas encore une deuxième fois. On ne peut pas vous accuser de faire du racolage ou du prosélytisme. Non, mais pas du tout, mais absolument pas, justement. Alors là, ça risque pas. Et ce n'est qu'à la 3e lettre que cette personne aura écrit qu'on commencera un début de réponse. Et un début de réponse assez
flou, n'est-ce pas? Alors, maintenant que vous l'avez dit, sur les téléspectateurs qui veulent entrer en druidisme, ils savent qu'ils vont vous écrire 3 fois, donc ils vont faire les 3 lettres d'un coup. Alors, vous voyez, ceci ne se fait pas dans tous les groupes, mais dans certains groupes, ça se passe comme ça. Dans d'autres groupes, on va vous demander de faire la preuve que vous êtes vraiment intéressé. Par exemple, on peut vous demander d'apprendre le breton si vous ne le savez pas, ou d'apprendre une langue celtique. Et je vous assure que c'est pas de la tarte, ça se fait. C'est un travail assez de longue haleine. Pourquoi Michel Raoult et vous, on trouve parfois des raisons, mais difficiles à cerner, qui font que l'on associe en général le mouvement druidique au nationalisme, à l'Occident, ce qui rappelle quelque chose, par conséquent, à l'extrême droite? J'ai pris à ce sujet des positions extrêmement nettes. Il y a en 1988, j'ai pris position en faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, contre le racisme, contre les mouvements ultranationalistes, et en particulier nationalistes d'extrême droite, parce que je pense que on nous a quelque part, et je pense quelque part, et ça explique un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, voler, parce que je pense que le mot n'est pas trop fort, et c'est Occident qui a commencé par nous voler l'un des symboles les plus sacrés du druidisme, à savoir la croix celtique. La croix celtique qui est un symbole très important du druidisme et qui n'a rien à voir avec l'extrême droite. Je pense que c'était extrêmement important et je tenais à signaler cette position et il n'y a absolument aucune raison de confondre le druidisme avec l'extrême droite. Bien, en tout cas, je vous remercie d'être venu parce que vos pratiques, souvent caricaturées, confèrent au mouvement druidique un caractère un petit peu désuet. Il n'était pas obligatoire pour vous de venir vous expliquer avec cette franchise. Je vous en remercie beaucoup. Merci Albert Uderzo. La suite de Mystère.